Nous sommes au cœur de Paris. Au fil de la Seine, entre le Louvre et la Tour Eiffel, en face du Jardin des Tuileries, voici le musée d'Orsay. L'architecte Victor Laloux construit en 1900 une gare de voyageurs agrémentée d'un hôtel luxueux. Lors de l'inauguration, le bâtiment est très admiré pour sa taille généreuse, pour le luxe de son décor monumental et pour l'habillage de pierre qui dissimule son architecture métallique, histoire de ne pas déparer les quais de la Seine et le palais du Louvre. La gare est superbe et a l'air d'un palais des beaux-arts, déclare le peintre Édouard de Taille. Boutade qui préfigurait sans le savoir la réalité, en 1986, la gare est bien devenue un musée. Alors ce que l'on voit de chaque côté, ce qu'a voulu l'architecte Gaëo Lenti, les architectes de l'équipe ACD, Colboc, Bardon et Philippon, c'est une lecture très différente du bâtiment par rapport à celle que percevait le spectateur en 1900. Nous avons une grande allée centrale qui peut être comparée aux allées centrales que nous connaissons dans les expositions universelles du 19e siècle, bordée de chaque côté par des salles de peinture. La gare restaurée abrite désormais la production artistique de la seconde moitié du XIXe siècle, peinture, dessin, sculpture, architecture, art décoratif, mais aussi les deux arts nés au XIXe siècle, la photographie et le cinéma, et même la littérature et la musique. De la Révolution de 1848 à la Première Guerre mondiale, le parcours du musée d'Orsay est présenté de manière historique et chronologique. Au cœur de cette vision élargie et complète du XIXe siècle, la plus belle collection de peintres impressionnistes du monde. Visiteurs ou voyageurs, c'est bien dans un hall de gare que l'on entre. Mais les rails ont fait place à une allée de sculptures, sorte de jardin sous la voûte monumentale, entre deux rangées de constructions assez massives pour dialoguer avec des volumes gigantesques, assez intimes pour abriter des œuvres. Alors c'est la première fois, je crois, dans un musée que la sculpture a une place aussi importante. C'est souvent la parente pauvre des musées. Ça a été longtemps un art négligé, mais il faut dire que les conservateurs des sculptures ont beaucoup œuvré pour la présentation de la sculpture au musée d'Orsay. Je disais qu'il y a l'espace effectivement qui correspond glorieusement à cette sculpture du 19e siècle. Il y a aussi une collection admirable avec des ensembles très forts, et je pense à l'ensemble Carpeaux par exemple, qui assigne à la sculpture une place de premier choix au musée d'Orsay. Et on le voit en entrant dans cette grande nef, effectivement la première perception que l'on a, c'est l'ampleur des collections de sculptures, notamment celles liées au Second Empire et au début de la Troisième République. De part et d'autre de la nef, les cheminements se croisent entre les grands courants artistiques qui se développent au milieu du XIXe siècle. À gauche, les artistes qui cherchent à représenter la réalité de leur temps ou de l'instant et qui vont, autour de Courbet et de Manet, inventer le jeune impressionnisme. À droite, les grands maîtres du dessin et de la couleur, encore attachés au sujet traditionnel, qu'ils se réclament de Delacroix ou d'Ingres. Au milieu du siècle, quand commence notre histoire, Ingres règne sans conteste sur la peinture de son temps. Élève de David, il maîtrise mieux que personne les règles classiques et le dessin, surtout dans la représentation du corps féminin, avec une peinture lisse au fini parfait. Commencée en 1820, la source est achevée en 1856. Perfectionnisme qui fit dire au poète et critique d'art Théophile Gautier « L'idéal, cette fois, s'est fait trompe-l'œil. C'est à croire que la figure va sortir du cadre et reprendre ses vêtements suspendus à un arbre. »
Delacroix, chef de file du romantisme, semble rejeter dans le passé le classicisme d'Ingres, son rival, par sa violence sauvage et moderne, particulièrement frappante dans cette esquisse de la chasse au lion, peinte en 1854. Baudelaire tenait Delacroix pour le plus grand peintre de son temps et il admira beaucoup cette toile où il voyait une véritable explosion de couleurs. Les romantiques avaient un goût passionné pour l'histoire. On retrouve ce goût dans les arts décoratifs avec une préférence pour le Moyen Âge et la Renaissance. Mais nous sommes en 1851 et cette étonnante table de toilette offerte à la duchesse de Parme cache une structure de fonte et de fer sous son ornementation foisonnante d'argent et d'émaux. Les objets d'art, c'est un domaine dans lequel nous avons pratiquement entièrement créé des collections. Lorsque l'équipe de conservateurs a commencé à réfléchir sur le musée d'Orsay en 1978, c'est-à-dire 8 ans avant l'ouverture, les collections d'objets d'art, enfin d'art décoratif, étaient pratiquement inexistantes. Et des collections dans tous les domaines, les arts décoratifs du Second Empire, mais aussi de l'art nouveau, dans le domaine français, mais aussi dans le domaine de l'art étranger, ont été acquises à ce moment-là. Ce qui fait que ce sont des collections importantes maintenant, mais aussi des collections de pièces isolées. Il y a peu d'ensembles. Ce sont des pièces qui sont souvent liées à des expositions universelles, qui étaient faites pour la montre, beaucoup plus que pour être disposées dans un intérieur. C'est le cas, par exemple, du splendide médaillé de Frémiet. Bref, des pièces qui supportent difficilement une reconstitution, un ensemble. Héritier d'Ingres, de Delacroix et des maîtres anciens, Degas témoigne d'emblée d'une grande liberté. Il peint la famille Bellili entre 1858 et 1867. L'ordre classique de la composition de la toile révèle avec une rigueur incisive le désordre des sentiments familiaux, l'isolement du père coupé de sa femme et de ses filles, la rigidité d'un univers clos et bien tenu. Traversons l'allée centrale. Quittons le brouhaha du hall de la gare pour le silence des salles. Du côté gauche, nous découvrons un mouvement essentiel pour notre demi-siècle, le réalisme. Honoré Daumier est à la fois dessinateur, peintre, lithographe et sculpteur, et toujours observateur impitoyable de ses contemporains. Ici, en 1831, il sculpte de mémoire, après les séances de la Chambre, les bustes des parlementaires dont il traque avec cruauté les caractères et les ridicules. De ces 36 portraits de terre crue qui sont autant de caricatures féroces, il tirera des dessins qui serviront ses convictions républicaines. Mais le réalisme ne se limite pas au portrait. La peinture de paysage est très en vogue au milieu du XIXe siècle. Alors que l'urbanisation et le progrès technique se développent, certains artistes choisissent la nature et le monde rural comme refuge. Pour mieux en rendre la vérité, les peintres de Barbizon prennent l'habitude d'aller travailler sur le motif, c'est-à-dire de quitter l'atelier.
C'est bien cette vérité de la campagne et de la paysannerie que cherche Jean-François Millet, sans mythologie mais sans pittoresque et sans misérabilisme. La force de ce tableau présenté au salon de 1857 effraie le critique du Figaro qui écrit « Qu'on éloigne les petits-enfants, voici les glaneuses de Monsieur Millet qui passent. Derrière ces 3 glaneuses se silhouettent dans l'horizon plombé les pics et les échafauds de 93. » Millet ne pense certainement pas à une scène révolutionnaire en peignant ces images de la vie paysanne, mais leur caractère profondément populaire en a fait de véritables icônes. Évidemment, ce dont on s'aperçoit lorsque l'on passe de Daumier à l'école de Barbizon, puis ensuite à Courbet, c'est que ce qui est représenté sur la partie gauche de l'allée centrale, c'est plutôt une tradition de sujets modernes, de paysages, de vie des champs et de vie réaliste, qui aboutira d'une certaine façon, mais d'une certaine façon seulement, à l'impressionnisme. Et la suite logique de ce grand mouvement qui se dessine dans les années 1840, c'est Courbet. C'est véritablement avec Courbet que commencent les collections du musée d'Orsay. Une seule salle a conservé le volume original de la gare. C'est l'ancienne entrée des voyageurs du côté de la Seine. C'est dans cet espace Courbet que l'on se rend compte de ce qu'était la gare auparavant. Le visiteur entrait par la Seine et découvrait successivement ces 3 espaces qui allaient se dilatant. D'une part, un porche relativement bas, un vestibule qui est déjà d'une dimension infiniment supérieure, et tout d'un coup, cet espace de la grande nef. Et c'est une des volontés des architectes de laisser toujours perceptible à travers les aménagements intérieurs et inévitables pour la création de ce musée, ce qu'était l'ancienne gare. Faire de l'art vivant, tel est mon but, écrit Courbet qui n'hésite pas à scandaliser tous ses contemporains par ses audaces. Courbet veut montrer au public cette toile qui a été écartée de l'exposition universelle de 1855. Il décide donc de monter sa propre exposition. L'atelier y figure parmi une 40aine d'œuvres et Courbet commente ainsi son gigantesque tableau. La scène se passe dans mon atelier à Paris. Le tableau est divisé en 2 parties. Je suis au milieu, peignant. À droite, tous les actionnaires, c'est-à-dire les amis, les travailleurs, les amateurs du monde de l'art. À gauche, l'autre monde de la vie triviale. Le peuple, la misère, la pauvreté, la richesse, les exploités, les exploiteurs, les gens qui vivent de la mort. C'est dire l'immense ambition artistique et philosophique du peintre, conscient de son génie. Format analogue, mais ce n'est plus d'art vivant qu'il est question, plutôt de théâtralité et de références classiques. L'auteur des Romains de la décadence, le peintre Thomas Couture, fut aussi un grand professeur. L'un de ses élèves s'appelait Édouard Manet. Présenté au salon de 1865, l'Olympia de Manet déclenche un véritable scandale par la nouveauté de sa facture, la crudité de ses couleurs et plus encore par son sujet. Olympia n'est pas une Vénus mythologique, mais bien une prostituée moderne au regard coupant. Émile Zola est alors un des rares critiques à prendre la défense de Manet et à prédire que la place de cette toile est au Louvre. Je sais, moi, que vous avez admirablement réussi à faire une œuvre de peintre, de grand peintre. Manet devient le vrai peintre de la vie moderne sans obtenir pour autant la reconnaissance de ses contemporains. La France du Second Empire et des débuts de la Troisième République célèbre plutôt une peinture idéalisée et habile. Bouguereau et Cabanel sont des gloires officielles consacrées par l'Académie des Beaux-Arts.
Napoléon III achète La naissance de Vénus de Cabanel, qui est exposée au Salon de 1863, une toile en effet beaucoup plus inoffensive que le chef-d'œuvre de Manet. Émile Zola ironise sur cette déesse qui semble noyée dans un fleuve de lait, fabriqué en une sorte de pâte d'amande rose et blanche. Bref, sur cette peinture sans vérité. Ce sont des tableaux qui étaient enfouis depuis longtemps dans des réserves du Louvre ou dispersés dans les musées de province après la fermeture du musée du Luxembourg avant la Seconde Guerre mondiale. Et ce sont des choses qu'effectivement nous avons restaurées, que nous avons rapatriées pour les présenter au musée d'Orsay. Le jeune Claude Monet se tient à l'écart de ces modes. C'est en 1866 qu'il peint pour la première fois un grand tableau entièrement en plein air dans son jardin de Ville d'Avray. Le jury du salon n'en voudra pas. C'est encore Zola qui défend l'audace du peintre, la poésie de la toile, la luminosité des vêtements féminins dans les jeux d'ombre et de soleil. On assiste ici véritablement à la naissance de l'impressionnisme. L'histoire des années 1860 dans le domaine de la peinture de paysage et de l'insertion surtout d'une figure dans un paysage. C'est ce que Berthe Morisot dira. Monet a enfin trouvé ce que nous cherchons tous. Monet et Basile ont enfin trouvé ce que nous cherchons tous, c'est-à-dire l'implantation d'une figure dans un paysage. Monet le réussit à la fin des années 1860. Et ce que l'on appelle, et on le voit devant un tableau comme Les femmes au jardin, ce que l'on appelle impressionnisme et dont la naissance officielle date de 1874 et de la première exposition impressionniste, est en fait déjà là dès les années 1868-1869. Dans cette étonnante période artistique de la fin du Second Empire, la sculpture aussi peut faire scandale. Pour orner la façade de son nouvel opéra, Charles Garnier commande à son ami Jean-Baptiste Carpeaux ce groupe de la danse qui est mis en place en 1869. L'ordre moral se déchaîne, on parle de Saturnale, d'insulte à la moralité publique. C'est une copie que l'on peut voir désormais devant l'opéra, car l'œuvre originale est ici au musée d'Orsay, à l'abri de la pollution. Le grand œuvre de Napoléon III et de son préfet Haussmann, c'est la transformation du vieux Paris tortueux et insalubre en capitale moderne. Un gigantesque chantier couvre la ville et tranche des boulevards rectilignes à l'architecture homogène, plantée d'arbres, qui modèle le paysage parisien jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, dans le quartier de l'Opéra, tout entier ordonné autour du nouveau bâtiment de Charles Garnier. Ce que nous avons voulu montrer, c'est d'une part l'architecture et l'urbanisme, c'est-à-dire l'insertion de l'opéra dans son quartier, d'où l'idée de cette maquette sur laquelle on marche un peu comme Fantomas, où l'on voit particulièrement l'insertion du bâtiment de Charles Garnier au sein même du dispositif d'Haussmann. C'est-à-dire l'insertion de ce bâtiment qui d'ailleurs refusait d'une façon assez flagrante tout ce que l'on construisait à Paris alors, c'est-à-dire qu'il refusait l'architecture grise, un peu uniforme d'Haussmann au profit d'une architecture plus baroque, polychrome. L'on a là un parfait exemple de l'urbanisme du Second Empire qui encore maintenant permet de faire de Paris cette capitale du XIXe siècle dont parlait Walter Benjamin. Et puis, pour compléter justement cette présence de l'architecture, l'aspect théâtral de l'opéra, c'est-à-dire la nouveauté architecturale de Charles Garnier, que l'on comprend mieux en lisant cette grande maquette de la coupe de l'opéra, où on voit parfaitement le dispositif imaginé par Charles Garnier, qui séparait par des toitures différentes et différentes fonctions de son opéra, comme on passe de ce foyer au grand escalier à la salle, l'ampleur de la machinerie et des décors, et d'autre part, à l'arrière, le bâtiment de l'administration. La construction de l'opéra dure 15 ans. Symbole des fêtes impériales, il est inauguré en 1875, après la chute de l'Empire. À l'impératrice Eugénie qui lui demandait quel serait ce style nouveau, Charles Garnier avait répondu
Mais c'est le style Napoléon III, Majesté. Pour la première fois au musée d'Orsay, l'architecture est présentée de façon permanente comme un art majeur. Alors vous savez, ce qui est difficile avec l'architecture, c'est qu'il faut montrer justement ce qui n'est pas là. D'où l'idée de faire appel à des maquettes, à des moulages, et notamment à cette grammaire architecturale sur le modèle de celle que l'on réalisait au XIXe siècle et qui montre divers éléments d'architecture du XIXe siècle, insistant à la fois sur la variété des typologies et sur la variété des écoles. Et complété, je dirais, par cette admirable vue d'un Paris avant Haussmann, d'un Paris au moment de l'exposition universelle de 1855, qui montre encore une capitale qui n'est pas encore le Paris des 20 arrondissements, unifié par le préfet, mais autour du centre historique, un agrégat de villages un peu disparates, un semis de maisons qui s'étiole un tout petit peu aux limites du Paris actuel. On observe le jardin du Luxembourg, ici ce qui deviendra Vaugirard, l'embarcadère de l'Ouest, qui est l'ancêtre de la gare Montparnasse. Des quartiers qui seront, à vrai dire, relativement peu touchés par l'haussmannisation, contrairement à ceux que l'on aperçoit de façon beaucoup plus lointaine de l'autre côté de la Seine et qui sont véritablement au cœur du dispositif haussmannien. Du haut des tours, la perspective s'inverse sur la grande nef jusqu'à l'horloge, désormais célèbre, devenue comme un emblème du musée. Et ce qu'on voit le mieux à l'échelle imposante du bâtiment, c'est la voûte du XIXe siècle, monumentale, avec son décor de rosaces. C'est une grande voûte métallique que l'on voit ici, mais qui est complètement masquée en fait par la façade de maçonnerie que l'on aperçoit sur la Seine, et ce qui fait que c'est une voûte qu'on perçoit à peine de l'extérieur du bâtiment. Et c'est une chose qui a rassuré considérablement les Parisiens au moment de l'érection de la gare, c'est-à-dire que l'aspect métallique, l'aspect industriel en quelque sorte du bâtiment était caché aux yeux des visiteurs. C'est une chose qu'en revanche, on a reproché beaucoup à Laloux par la suite. Comment osait-il masquer par des façades de maçonnerie que l'on qualifiait évidemment d'académiques la nouveauté, la hardiesse de cette structure métallique? Nous sommes maintenant, pour les œuvres postérieures à 1870, dans la partie supérieure du musée. Nous arrivons dans la Galerie des Hauteurs. La Galerie des Hauteurs, c'est un comble métallique de l'ancienne gare. C'est le seul endroit où on a pu bénéficier de la lumière zénitale naturelle. Et il nous a semblé, lorsque nous avons travaillé sur l'emplacement des œuvres, que c'était la seule place où nous pouvions vraiment disposer l'ensemble de la peinture impressionniste et post-impressionniste. De grandes ouvertures rythment le parcours du côté de la Seine et de la rive droite de Paris. Derrière l'opéra, le Sacré-Cœur est le couronnement symbolique et un autre témoignage de l'architecture du XIXe siècle. Alors nous ouvrons en fait par une salle consacrée à la collection Moreau-Nélaton. La collection Moreau-Nélaton aurait été certainement une des plus grandes collections d'art français du XIXe siècle. Elle a été constituée à la fin du siècle dernier par un amateur qui voulait réunir et donner à son pays 100 tableaux, disait-il, pour 100 ans d'art français. Admirable collection qui compte des chefs-d'œuvre comme le Déjeuner sur l'herbe de Manet ou les Coquelicots de Monet peints en 1873. L'année suivante, les futurs impressionnistes tiennent ensemble leur première exposition dans l'atelier du photographe Nadar. Y figure Impression soleil levant, la toile de Monet qui donne son nom au groupe. Il y aura en tout 8 expositions impressionnistes pour enfin conquérir un public, une critique et des marchands qui ne voient là que barbouillage. Il est difficile de donner une définition de l'impressionnisme parce qu'on le voit en traversant ces salles, c'est une réunion d'artistes qui souvent n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Ce qui les a conduits, c'est la volonté de lutter contre l'académisme, c'est la volonté d'exposer ensemble et de combattre le salon officiel. Ce qui les caractérise néanmoins, c'est une peinture qui se veut une peinture de tous les jours, l'adoption définitive de sujets modernes, la relégation de la peinture d'histoire, et puis cette manière que l'on voit ici chez Renoir, que l'on voit ici chez Monet, d'utiliser une touche virevoltante, claire, une peinture qui s'oppose effectivement à la peinture plus sombre telle que la pratiquaient les artistes officiels.
Lors de l'exposition impressionniste de 1877, le public est dérouté par les jeux de la lumière. Le bal du Moulin de la Galette, l'un des tableaux majeurs de Renoir, est peint sur place dans cette guinguette de Montmartre que la toile va immortaliser avec sa jeunesse, sa grâce et sa joie éclatante. Edgar Degas est à part, malgré ses liens étroits avec le groupe impressionniste. Le plus cultivé peut-être, le plus dessinateur parmi ses coloristes, le plus farouchement indépendant. Le paysage ne l'intéresse guère, il cherche son inspiration dans la vie moderne, les champs de course, les lieux de travail, les studios de danse ou l'opéra. Observateur impitoyable du corps féminin, il le sculpte, manière de mieux le connaître. Degas est avant tout un prodigieux travailleur. Aucun art n'est aussi peu spontané que le mien. Ce que je fais est le résultat de la réflexion et de l'étude des grands maîtres. De l'inspiration, de la spontanéité et du tempérament, je ne sais rien. Comme Zola dans ses romans naturalistes, comme Manet, Degas est fasciné par les cafés où se jouent dans l'alcool les destins et les déchéances populaires. Scène d'un instant où les regards se perdent, l'absinthe est une toile saisissante par la crudité de son éclairage et surtout par le déséquilibre hardi de sa composition. Degas invente un espace pictural nouveau. L'âme du groupe impressionniste, celui dont la peinture incarne vraiment l'impressionnisme, c'est Claude Monet. Paysagiste avant tout, il est doué d'un véritable génie visuel. Il cherche à analyser de manière systématique les variations de la lumière sur un même objet et travaille sur des séries pour arriver à une vision complète. En 1892 et 1893, il peint 30 versions de la cathédrale de Rouen au gré de l'heure, du temps qu'il fait, de la saison. Le musée d'Orsay en possède 5. Clémenceau, grand ami de Monet, admire ces façades de pierre vivantes, cette pierre qui passe, qu'on voit passer. L'impressionnisme compte dans ses rangs, au moins un temps, un autre peintre de génie, le provençal Paul Cézanne, qui va bientôt s'isoler farouchement dans ses recherches personnelles sur la peinture et les poursuivre plus loin que ses anciens amis. On ignore l'identité du modèle de la femme à la cafetière, comme on ignore ses sentiments ou ses émotions.
Elle est là, simplement, avec sa rigueur massive, construite comme un paysage ou une nature morte. Cézanne ne cherche pas l'expression, mais la vérité de la vision. Il simplifie les formes, les volumes, traite la nature par le cylindre, la sphère, le cône, construit l'espace avec la couleur. La leçon est radicale et ne sera pas oubliée. Et de l'impressionnisme, on parle tout naturellement à ce qu'on a appelé le post-impressionnisme, qui est une nébuleuse encore plus vague que l'impressionnisme, puisqu'on fait se voisiner aussi bien des artistes néo-impressionnistes comme Seurat, comme Signac, comme Cros, que des artistes, effectivement, qui ont beaucoup admiré les impressionnistes, mais qui s'en distinguent déjà et qui n'ont rien à voir, ou pratiquement rien à voir entre eux, comme Van Gogh, comme Gauguin. L'ensemble de Van Gogh du musée d'Orsay est certainement un des plus beaux après ceux du musée Van Gogh à Amsterdam, qui montre l'ensemble de la production de l'artiste depuis ses tableaux sombres qu'il réalise en Hollande, à Nuenen, jusqu'au bel ensemble d'œuvres d'Auvers réalisées durant la dernière période de sa vie et qui nous ont été léguées par un de ses amis, quelqu'un qui l'a soutenu jusqu'à la fin de sa vie, qui était le docteur Gachet. L'église d'Auvers-sur-Oise est l'une des dernières toiles peintes par Van Gogh peu avant son suicide, l'été 1890. Accueilli et soigné dans ce village des environs de Paris par le docteur Gachet, il travaille sans relâche, avec frénésie. Le coup de brosse est de plus en plus violent, la couleur de plus en plus expressive, au mépris des conventions réalistes. La petite église paisible prend des formes tourmentées et une intensité inquiétante. Vincent la décrit ainsi à son frère Théo, violacée contre un ciel d'un bleu profond et simple de cobalt pur. Nous passons de l'extrême lumière à l'ombre dans une salle très peu éclairée. Certaines œuvres d'art craignent la lumière qui les endommage. Les dessins, les pastels, les photographies et même les huiles sur carton, comme celles de Toulouse-Lautrec, qui sont exposées ici. Il faut dire que cette atmosphère nocturne convient bien aux peintres des cabarets, des music-halls et des maisons closes, où ils croquaient sur le vif, sans complaisance, mais sans méchanceté, les personnages et les mœurs des coulisses de la belle époque. Alors là, nous entrons dans ce que nous appelons la galerie Bellechasse. C'était d'anciennes chambres d'hôtel que nous avons gagnées sur 2 étages, d'où ces piliers récurrents et qui rythment en quelque sorte cette galerie. Là sont disposées les œuvres de Gauguin et de l'école de Pont-Aven, et plus loin, les œuvres des néo-impressionnistes. Et en introduction, les œuvres du douanier Rousseau. Le douanier Rousseau, qui a été profondément admiré par les artistes d'une génération légèrement postérieure, et on pense effectivement à des écrivains comme Apollinaire ou à quelqu'un comme Picasso, mais qui est aussi un artiste de la période d'Orsay, puisqu'il travaille dans les années 1890 et 1900. Dans la galerie Bellechasse, l'éclairage zénital met en valeur les œuvres des peintres de la fin du siècle, les héritiers de l'impressionnisme. Gauguin, tout d'abord, qui a participé aux salons impressionnistes et en gardera toute sa vie l'amour de la lumière. Il part à la recherche d'un sens primordial, primitif de la vie et de l'art, d'abord en Bretagne, puis auprès des divinités païennes de l'Océanie.
Céramiste et sculpteur, il reste peintre avant tout. En 1891, ces femmes de Tahiti, mystérieuses idoles posées sur une plage, témoignent d'un art très simplifié, très coloré, et sont une sorte de poème exotique à la beauté maori qui fascine Gauguin au point de lui faire quitter pour toujours le monde occidental. Celui qui a repris et systématisé l'héritage impressionniste, c'est Georges Seurat. Par l'invention d'une technique fondée sur des principes scientifiques, le pointillisme. C'est l'œil du spectateur qui fait le mélange optique entre les points de couleur primaires qui sont juxtaposés sur la toile. La rigueur de la méthode n'exclut pas l'humour et la joie, comme dans le cirque peint en 1891 et inachevé à la mort de Seurat. Il avait 31 ans. En 1904, c'est cette technique divisionniste que reprend Henri Matisse pour représenter luxe, calme et volupté, une vision de paradis dont le titre est inspiré d'un vers de Charles Baudelaire. Mais la touche a grossi, la couleur est plus intense, les formes plus libres. À l'orée du XXe siècle, c'est déjà le fauvisme qui est en train de naître. Nous sommes ici dans la salle de bal de l'ancien hôtel d'Orsay, puisque vous savez qu'à la gare d'Orsay était accolé un grand hôtel à la mode des gares anglaises. C'est un décor que nous avons entièrement reconstitué, restauré. Nous avons refait par exemple complètement les lustres, retrouvé les peintures, mais présenté quelques œuvres académiques de la fin du siècle. Ce qui est intéressant dans la gare d'Orsay, dans le musée d'Orsay, c'est que, et ce qui frappe les visiteurs, c'est qu'il y a une grande diversité d'espaces architecturaux. Finalement, la visite du musée est aussi une visite d'architecture qui aide à mieux comprendre l'architecture de la fin du siècle. Dans les salles que nous appelons les salles à coupole, qui sont l'ancien vestibule de la gare d'Orsay, nous avons accroché les peintures naturalistes et symbolistes des années 1880 et 1890. Des peintures qui n'étaient pas montrées depuis des lustres et que nous avons réaccrochées pour la première fois lorsque le musée, en 1986, a ouvert ses portes. Ainsi Caïn de Cormon, l'un des meilleurs représentants du naturalisme. Cette vaste toile fut le clou du salon de 1880. Cormon est passionné par le réalisme archéologique et emprunte ici son sujet à un poème de la légende des siècles de Victor Hugo.
Loin de ses goûts officiels, dans le même temps est en train de naître en Europe une véritable révolution dans l'architecture, les arts décoratifs et la vie quotidienne. L'art nouveau est d'abord un style léger, épuré, qui se moque de la symétrie et cherche ses motifs dans la nature, dans la souplesse de la ligne végétale. Des Belges comme Horta et Van de Velde, des Français comme Guimard et Gallet abolissent les frontières entre les arts nobles et les arts dits mineurs et dessinent harmonieusement un bâtiment, un meuble aussi bien qu'un papier peint, un vase ou une poignée de porte. Tout l'univers domestique va s'en trouver progressivement changé. Émile Gallet, héritier de la faïencerie et de la verrerie familiale à Nancy, crée en 1904 cette main aux algues et aux coquillages, mêlant l'influence des arts de l'Orient et l'étude de la nature à une incomparable virtuosité technique. Les années 1880 sont aussi celles du symbolisme, mouvement qui traverse l'Europe depuis l'Angleterre, puis la France et la Belgique, et qu'on retrouve au début du XXe siècle dans la Sécession viennoise. À l'écart de tous les autres courants, il ne peut se définir par un style, plutôt par le souci de déchiffrer le rêve, le mystère qui se cache derrière les apparences. Les rosiers sous les arbres du peintre viennois Gustav Klimt sont le mariage poétique du paysage décoratif et de la vie multiforme de la nature. Un sculpteur de génie marque la fin du siècle et toute la sculpture moderne. C'est Auguste Rodin, dont l'Âge d'airain fut la première œuvre exposée au Salon en 1877 et parut si scandaleusement vrai qu'on accusa l'artiste d'avoir fait un moulage d'après nature. L'œuvre de Rodin évolue ensuite vers une grandeur visionnaire et une simplification presque abstraite. Formé à l'école de Rodin, Antoine Bourdelle a acquis une grande maîtrise technique lorsqu'il choisit de revenir au style archaïque de l'Antiquité avec ce Héraclès archer de 1909.
Aristide Maillol, lui, considère que l'art ne consiste pas à copier la nature. Il se tourne vers la simplification du modelé et la recherche de l'harmonie. Méditerranée, marbre de 1905, est sa première grande œuvre, méditative et lumineuse. Le parcours du musée s'achève avec un certain nombre d'artistes qui nous propulsent très avant dans le XXe siècle, avec un ensemble de Maillol, de Joseph Bernard, de Pompon en sculpture, et puis en peinture avec Vuillard, avec Bonnard, avec Maurice Denis, qui font le lien avec les collections du Musée national d'art moderne au Centre Georges Pompidou. Dans les années 1890, un groupe de jeunes peintres se baptise Nabi, mot hébreu qui signifie prophète. Ils tiennent de Gauguin l'amour de la couleur, sont influencés par le Japon et se tournent vers une peinture de plus en plus décorative. Maurice Denis peint les Muses en 1893 avec des couleurs mates et une stylisation très poussée. C'est lui qui a donné de la peinture cette définition restée célèbre. Un tableau est avant tout, quel que soit son sujet, une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées. Toute ma vie, j'ai flotté entre l'intimisme et la décoration. C'est ainsi que Pierre Bonnard résume sa peinture. La Loge, en 1908, représente les frères Bernheim, amis de Bonnard et célèbres marchands de tableaux, au théâtre avec leurs épouses. Scène traditionnelle de la vie parisienne, mais renouvelée par ses couleurs flamboyantes et par la liberté très moderne du cadrage. Le peintre s'autorise désormais à couper le visage du personnage central à hauteur des yeux. Alors, le musée d'Orsay est un musée unique au monde. C'est le seul musée qui soit consacré à une époque donnée, la seconde moitié du XIXe siècle, et qui en explore, dans un bâtiment d'ailleurs de cette époque, l'ancienne gare d'Orsay convertie en musée, qui en explore toutes les données, qui donne un aperçu général sur toute la vie artistique française sur cette période qui va de 1848 à la veille de la Première Guerre mondiale.